Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, tout en avançant pas après pas. Le danseur que vous êtes a mené sa vie au grand galop. Votre accent reconnaissable entre mille est celui de la sincérité. La preuve, un livre à votre image et à votre nom. Bonjour Jean-Marc Généreux. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que ce livre, Chaque pas est une leçon de vie, chez Le Duc, est un événement parce que vous racontez votre parcours. Vous avez fait un roman, mais là c'est vraiment votre parcours. Et le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer justement votre parcours. Donc je suis servi de ce livre pour évoquer ce parcours qui ne se limite pas à Danse avec les stars. Ah non, je pense que j'ai vécu les 4 saisons et les 400 coups. Exactement. Alors, il se trouve que j'ai trouvé 4 dates. La première ne correspond pas exactement à vous, mais elle est importante parce que le 20 mars 2024 est sorti un dictionnaire qui me paraît bien utile, la 2e édition du dictionnaire historique du français québécois. Ah mon Dieu, et j'étais là à la diffusion. Mais c'est énorme. L'auteur, il s'est vraiment lâché sur des expressions, même qui a été critiqué un petit peu, quand même. Ah bon? Ah oui. Parce qu'il y a des expressions étonnantes. Ça réunit tous les mots, sens et expressions qui distinguent le français du québécois. Et c'est vrai que dans votre livre, il y a des mots en québécois ensuite traduits en français. Oui, parce que comme nous, au Québec, ici, ils disent pas ça de tourner les coins ronds. On imagine quelqu'un qui lave le parquet, mais qui va pas dans le coin. Oui. Et donc, quelqu'un qui a fait un travail un peu bâclé, il va dire, lui, il a fait les coins ronds, quoi. J'ai trouvé des expressions étonnantes comme le pâté chinois, Oui. qu'on appelle le hachis parmentier. Exactement. Pourquoi? Je sais pas. Mais je pense que c'était le mets parce que avec l'histoire du Canada, beaucoup de personnes asiatiques sont venues au tout début pour développer les chemins de fer d'un océan à l'autre. Et c'était le repas qui était le plus simple à faire et le plus, on va dire, le rendement était... le rapport qualité-prix était bon. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on voit le québécois, finalement, c'est du français plus pur que le français, quelquefois. Est-ce que c'est du plus pur? Il y a des fois, il y a des gens qui disent que c'est l'ancien français, qu'on a gardé des trucs comme nous. C'est pas des voitures, hein? C'est des chars. Moi, j'ai un beau char chez moi. Oui. Et puis, il y a une vanne passée dans le beurre aussi. Oui, ça, c'est très drôle. Ça, c'est extraordinaire, cette expression. Ah oui, t'as passé dans le beurre, ça veut dire que t'es passé tout droit, quoi. Alors, il y a une chanteuse québécoise qui a justement posé le problème dans une chanson. Tout se déroule bien jusqu'à ce qu'on goûte à leur putain de tête de veau. Un bout de paupière, un bout de gencive, un bout Linda d'oreille. Lebel, maudit français, je pense que vous connaissez cette chanson, Jean-Marc Généreux. Je connaissais pas cette chanson, mais c'est bizarre parce que moi, mon humble expérience de la France et des Français et des Françaises sur ce territoire est merveilleux. J'ai pas rencontré de maudits Français. Tu sais, tout le monde, des fois, il me parle aussi des taxis. Ah, les taxis sont comme ci, les taxis sont comme ça. Mais non, moi, ils ont toujours été gentils avec moi, donc j'ai pas de mauvaise opinion. Non, mais c'est pour la langue qu'on comprend pas toujours. Moi, je me souviens un jour au Théâtre Saint-Denis à Montréal, j'ai assisté à un spectacle d'un humoriste, la salle était hilar, j'ai pas compris un seul mot. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais ça, pour moi, j'ai consommé les deux. Mais il faut se dire, mais là, ça va révéler un petit peu mon âge parce que j'ai quelques printemps. Moi, Fernandel, Louis de Funès et tout ça, j'étais fan. J'étais fan de ces gens-là. Et donc, j'ai appris de l'humour à travers eux. Alors, c'était à Montréal, vous êtes né à Saint-Hubert, je crois, Oui. qui est le centre des recherches spatiales. Et je sais pas si vous le savez, mais l'armée canadienne est arrivée à l'aéroport de Montréal, à Saint-Hubert. Eh oui, exactement, à Saint-Hubert. C'est drôle parce que ce lieu-là, maintenant, dans certains des bâtiments, c'est là où ils tournent la Starac, ils tournent des grosses émissions de télé dans des locaux qui sont moins utilisés par l'armée. Et il y a un autre lieu qui a été inauguré le même jour de l'arrivée d'un ballon dirigeable de Grande-Bretagne à Saint-Hubert, c'est le pont Jacques-Cartier. Ah oui. C'est étonnant. C'est énorme, énorme. Oh non, on a une histoire quand même assez, j'ai envie de dire, riche en histoire. Alors, il y a un problème pour les cadeaux, c'est que vous êtes né un 25 décembre. Aïe, aïe, aïe. Quelle arnaque. Quelle arnaque, Jacques. C'est incroyable.
Non, mais c'est moi, et j'en parlais encore à ma femme, et ma femme, elle n'en peut plus, là. Elle en a marre que je dise, moi, j'ai jamais d'anniversaire juste pour moi. Non, mais elle me dit toujours, mais il y a toujours quelqu'un pour ton anniversaire. Oui, mais on dit, joyeux Noël! Ah oui, by the way, Jean-Marc, bonne fête, bon anniversaire. Ben, non. Et une fois, elle m'a fait un anniversaire en plein cœur de l'été. Ils se sont mis des bonnets, des mitres, des foulards, et puis ils m'ont fêté en plein milieu de l'été. Là, tu l'as ton anniversaire. Et ce qui est étonnant avec vous, Jean-Marc Généreux, c'est que vous êtes devenu grand-oncle le jour de votre naissance. Ah oui, mais même avant. Parce que ma sœur, qui est la doyenne, vous savez, j'ai 20 ans de différence avec mon frère et 22 ans avec ma sœur la plus âgée. Et elle avait déjà eu 2 enfants avant que moi, je naisse. Et en même temps, parce que c'est un peu bizarre, parce qu'on n'entend plus ça aujourd'hui, mais ma mère et ma sœur étaient dans la même chambre d'hôpital et ont donné naissance un jour de différence. C'est fou. Hein? Alors, il y a un écrivain français, Hervé Bazin, je ne sais pas si vous connaissez, qui est membre de l'Académie Goncourt, président de l'Académie Goncourt. À 80 ans, il a eu un enfant et à la naissance, son fils était déjà grand-oncle. Wow! C'est on est avec des responsabilités, Jacques. C'est ça, la vie. Exactement. Alors, il se trouve aussi que vous avez grandi dans une maison fabriquée par votre père. Il paraît que c'est très courant au Québec. Oui. Ça, nous, on a une vieille expression qui s'appelle un débrouillard 50. Nous, on a dans les bouteilles de bière, les petites bouteilles brunes là, du temps, il s'était écrit 50 dessus, c'est la batte 50. Et il y avait une pub à la télé qui disait « Ah, t'es un débrouillard 50 ». Et ça, c'est une expression, ça n'existe plus aujourd'hui, mais le fait, c'est que tu peux faire tout. Tu pars de... limite, tu t'en vas dans le bois, couper ton tronc d'arbre et faire des charpentes avec. Mais c'est ça, dans ce temps-là, les hommes se réunissaient ensemble. Toi, t'es ferblantier, toi, t'es plombier, toi, t'es électricien. Et tout le monde bâtissait la maison de tous et chacun. Voilà. Et votre père, pourtant, c'était pas sa spécialité. Il était comptable au départ. Il est comptable, mais c'était un homme très érudit et aussi, il avait des facilités aussi à construire des trucs. Oui, et puis il était débrouillard et vous avez hérité de sa débrouillardise. Un petit peu, je pense. Un petit peu. À 6 ans, vous étiez Indiana Jones, vous descendiez de la fenêtre. Comment ça, vous savez ça? Ah ouais. Oui, ça, c'est un petit peu un truc. J'avais un monde imaginaire dans ma tête et à un moment donné, mon père, c'était 2 étages, la maison. Et là, nous, on était au 2e. Et là, je m'emmerdais dans ma chambre parce que, bon, moi, j'avais 2 sœurs qui étaient chez moi. 3 sœurs. Une qui avait presque 16 ans de différence avec moi et mes 2 sœurs. Et il y avait que des jouets de filles. Donc, je m'emmerdais. Donc, j'ai accroché les draps ensemble et j'ai descendu. Mais j'ai jamais été capable de remonter. Et donc, je suis retourné, j'ai fait le tour de la maison. J'ai cogné à la porte. Et ma soeur qui pensait que j'étais dans ma chambre, elle comprenait rien. Elle comprenait absolument rien. Mais t'es passé par où? Elle était vénère. Alors, il se trouve aussi que vous êtes, parlant de votre sœur et des filles, vous êtes tombé amoureux très jeune. Vous avez cassé votre tirelire pour votre premier amour. C'est assez rare. Ah oui, 4e avril à Kiss. J'avais 6 ans, j'étais à la maternelle. Elle m'était tombée dans l'œil et j'étais tombé en amour. Et éperdument. Et je l'attachais après des poteaux imaginaires. Elle faisait semblant qu'on était... que je la sauvais. Et je la sauvais toujours avec un bisou. Bref... c'est comme ça la vie. Voilà. Et ensuite, vous avez rencontré la femme de votre vie à 9 ans. C'est assez rare, Jean-Marc Généreux. Oui, mais vous savez, j'étais déjà sur le marché. Hein. Oui, c'est rare. Oui, non, mais j'étais précoce sur plein de trucs. Mais cela dit, oui, l'histoire, elle va comme si. C'est à la fin de l'année scolaire. Je raccompagne ma petite amie du temps, qui avait, elle aussi, sa petite amie avec elle. Et puis, bon, je vais reconduire Sylvie. Et après, Carole, elle me dit, est-ce que tu marcheras jusqu'à chez moi? Bon, je vais jusqu'à chez elle. Elle monte les marches, la porte s'ouvre. Mes yeux croisent les yeux de France Mousseau et ma vie venait de basculer. Voilà. Il se trouve en plus qu'elle se retrouve à côté de vous à l'école. Vous savez pas quoi faire. Et c'était le problème de René Goscinny, l'auteur d'Astérix, lorsqu'il a vu la femme de sa vie, Gilberte, à bord d'une croisière. Elle ne le remarquait pas. Alors, il faisait semblant de manger le journal à table pour qu'elle le remarque. Ah, mais moi, j'ai fait un truc vraiment pas bien, par exemple. C'est que, bon, après ce regard que j'ai eu à la fin de l'été, je l'ai jamais retrouvé. Et donc, elle rentre dans la classe quand septembre revient. Et il y avait un pupitre qui était libre. Elle vient s'asseoir à côté de moi. Et là, je suis estomaqué. La musique commence.
Moi, tout vient de basculer une autre fois dans ma vie. Et là, pour la convaincre, je fais le rigolo et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait un truc. Je sais pas pourquoi. J'ai planté une mine de crayon dans la cuisse. Mais je vous jure, mais un con, quoi. C'est parce que je riais trop et le crayon la mine était trop affilée. C'est trop... Non, j'ai été un petit peu intense. Oui, en tout cas, c'est grâce à elle que vous avez découvert la danse, parce qu'elle était danseuse dans sa famille. Oui, sa famille, contrairement à la mienne, tout le monde dansait. En tout cas, toutes les filles dansaient, même les maris. Et c'était une activité, la danse. Nous, on appelle ça la danse sociale. On appelle ça la danse de salon là, à l'époque. Et les parents allaient faire des cours et puis, disaient aux enfants d'aller s'inscrire. Et il allait, si vous voulez, il accompagnait les enfants l'après-midi, le week-end. Et les enfants prenaient des cours de danse, mais pas chez moi. Personne dansait chez moi. Et résultat, vous avez commencé à danser et il a fallu 4 ans pour que vous dansiez avec France, Jean-Marc Généreux. Oui, exactement. Vous êtes très bien renseigné. Hein? Les 2 premières années, les 4 premières années, j'ai dansé avec Chantal Grenon, qui est la cousine germaine de France, les 2 mères avaient des enfants et tout ça, les 2 filles, et sa mère était pas chaude à l'idée que je danse avec sa fille parce que j'étais plutôt frêle et France était une femme très solide et tout ça. Je me suis retrouvé avec sa cousine qui faisait une tête de plus que moi. Mais bon, bref, ça ne nous a pas empêché de gagner des compétitions et 4 ans plus tard, on s'est retrouvés ensemble. Voilà, et vous n'êtes plus quittés et ça a donné le point de départ. Mais il se trouve qu'au départ, vous avez passé votre bac, vous auriez dû rentrer dans l'administration. Oui, c'est ça. Parce que c'est un peu cocasse, mais notre carrière de danse avait commencé à prendre son envol. Et là, on était passé des compétitions locales, nationales à internationales. Et donc, quand on commence des compétitions internationales, il faut répéter 3 heures par jour. Et elle allait dans un autre... c'est comme un peu la préparation à l'université. J'aurais été complètement dans une autre ville et donc j'ai décidé de changer de cursus et m'en aller vers l'administration qui faisait plaisir momentanément à mon père. Mais il savait pas pourquoi encore. C'était pour être plus près de ma femme qui, elle, avait choisi administration. Donc j'ai largué l'idée d'aller en architecture pour aller vers l'administration, pour être avec elle, pour qu'on puisse répéter pendant qu'on est au collège. Voilà, et ça n'a pas duré longtemps. C'était le seul faux pas de votre carrière qu'on va continuer à évoquer. Je suis pas sûre si c'est un faux pas, mais non, parce que j'ai adoré. Moi, j'adorais les études. À un moment donné, c'est venu tellement clair qu'il fallait que je sois architecte ou ingénieur. Mais finalement, la danse est arrivée. Mais moi, je regrette presque rien dans ma vie. Il n'y a rien à regretter, surtout pas le fait de vous retrouver aujourd'hui au micro et d'évoquer votre carrière dans quelques instants à travers une autre date, le 19 février 2011. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marc Généreux. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Marc Généreux. Et ce livre, Chaque pas est une leçon de vie chez Le Duc, qu'on évoque tout au long de cette émission, puisque ce sont vos souvenirs. Et c'est vrai que ces souvenirs passent par une émission. Et le 19 février 2011, écoutez ceci. Alors, Danse avec les stars, je parle de la 2e émission. C'est pas la première, parce qu'il s'est passé quelque chose qui a changé votre vie aussi. Il y a eu un moment avant ce 19 février et un moment après. Oui. Le 19 février, la première performance, c'est Matt Pokora. En début de débrief, je dis Matt, ça, j'achète. Et là, je continue mon débrief et tout se passe bien. Et je le vois sourire, je vois tout le monde sourire. Après, on passe à d'autres performances. Et le lendemain, là, je comprends plus rien. Sur les réseaux sociaux, ça a été comme une traînée de poudre. Il y a eu une explosion. Les gens ont dit « Quand est-ce que tu vas retirer ton j'achète? » Mais je dis... Moi, je dis ça tous les jours de la vie. Hein. C'est comme si je disais, je sais pas, du coup, un truc comme ça, quoi. C'était banal pour moi. Mais les gens, ils ont accroché. C'est fou, hein? Alors, surtout que c'est une expression journalistique. Quand un directeur veut un article, il dit « j'achète ». Oui. Et il y a même, j'ai trouvé une BD au Québec, qui s'appelle Paul à Québec, dans lesquelles les personnages jouent à un jeu familial, qu'il s'agit de faire des combinaisons de cartes et crier « j'achète ».
Ah, mais c'est Vous énorme. connaissez? Ben, ça se pourrait que ce soit inspiré par moi, puis je le sais même pas. Voilà, exactement. Alors, il se trouve que Danse avec les stars, ça a commencé par un coup de téléphone, alors que vous ne connaissiez pas l'émission. Ah non, mais non, je connaissais l'émission, mais je connaissais pas Danse avec les stars. Ce que je connaissais, c'était Dancing with the Stars, qui était aussi, c'est un format qui a commencé en Angleterre avec mes potes à moi, qui s'appelle Strictly. Strictly Come Dancing, qui est devenu Strictly, qui est devenu éventuellement Dancing with the Stars aux États-Unis. Et moi, j'étais sur un peu le spectacle ou l'émission qui était en confrontation. Moi, j'étais sur So You Think You Can Dance. Et du coup, ils m'appelaient pas pour aller faire Dancing with the Stars parce que j'étais avec l'émission un peu compétitrice. Et là, tout d'un coup, je reçois ce coup de téléphone-là de la France et je comprenais rien. C'était juste énorme. Donc, mais pour connaître la petite histoire, les gens qui m'ont appelé, moi, j'ai eu une référence qui est, on va dire, par ricochet. Parce que Jean-Louis Blou de la BBC, lui était président de la BBC, et il avait finalement convaincu TF1 de faire Danse avec les stars, va au Québec, rencontre des amis là-bas de Trio Orange, entre autres Éric Hébert, qui lui dit « Pourquoi t'appelles pas Jean-Marc Généreux? » Et finalement, Éric Hébert me connaît pas personnellement, il m'a vu à la télé. Et donc, tous ces ricochets finissent par faire sonner mon téléphone et je me retrouve sur Danse avec les stars. Oui, après un périple qui consiste notamment à envoyer des films que personne ne va voir. Exact. Mais c'est juste les formats. Parce que quand tu envoies un DVD au Canada, il y a dans le temps, c'était NTSC, un truc comme ça, ou en PAL, PAL. Et donc, moi, j'envoyais dans la mauvaise version, et puis je dis, c'est comme envoyer une bouteille à la mer. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va l'ouvrir un jour, et finalement, boum. Ouais, et vous avez fini sur un scooter pendant 13 heures à votre arrivée à Paris. Quelle galère. On m'envoie une pile de textes pour faire des magnétos. Je savais même pas ce que voulait dire le mot magnéto. D'ailleurs, je savais même pas ce que prime, ça voulait dire. Mais en France non plus, on sait pas toujours. Ah, OK. Parce que moi, ça faisait référence à prime time, qui est une expression qu'on se sert beaucoup aux États-Unis. Mais je me dis, OK, bon, ça doit avoir un certain lien. Et là, je débarque d'avion et on est à peu près à 5 jours avant le premier prime. On me dit, on t'amène directement au studio de l'Olivier. Je dis, non, je vais aller prendre une douche. Et donc, on bifurque par l'hôtel, je débarque mes valises, je prends une douche, j'arrive à l'Olivier et là, je parle avec Volodia, qui est le segment director, c'est celui qui va s'occuper de faire les magnétos. Et là, je m'exprime, je dis, bonjour, comment ça va? Il me dit, wow, t'es vraiment québécois, toi? Ben, j'ai dit oui. Et là, mais d'une gentillesse extrême. Malheureusement, on a perdu Monsieur Volodia, Volo, dans l'émission qui s'appelait Drop, oui. Où cet accident catastrophique où les 2 hélicoptères sont touchés, oui. Oui, il a perdu la vie, des athlètes et tout ça, c'est vraiment tellement triste, mais ce gars-là m'avait donné confiance. Ce gars-là avait trouvé une façon que je m'incorpore dans ce panorama de la télévision française. Alors, vous découvrez les studios de la Plaine-Saint-Denis, et je ne sais pas si vous le savez, il y a encore des rails là-bas, parce qu'en fait, c'était des entrepôts avant, au 19e et 20e siècle, et les rails servaient justement à transporter d'un entrepôt à l'autre tous les éléments, les vivres, la nourriture. Je savais pas du tout. Et ça a été racheté dans les années 80 pour en faire ces studios de télévision. Ah, mais il y a une chose, par exemple, les studios, ils sont super bien, mais les adresses, c'est très galère. Ça suit pas. Ah non, mais les pauvres taxis sont là, ils cherchent, ça part d'un numéro à l'autre, et là, t'es rendu dans les 100, dans les 200. Bref, un vrai labyrinthe. Il faut semer des cailloux comme le petit pousset, il n'y a pas d'autre solution. À propos de taxi, la circulation parisienne aussi. Ah, c'est assez intense. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand tu es sur le périph', il y a une voie qui est complètement à gauche, et il y a une voie qui n'existe pas, mais qui existe, on dirait, comment on appelle ça, des sorciers sur leur balai, comme dans Harry Potter. C'est des scooters qui te passent à la droite du véhicule, et quand t'es pas assez à gauche, ils te le font savoir. Hein. Mais ça n'existe pas, ce voie-là. C'est comment ils sont arrivés à ce que ça devienne une norme. J'ai aucune idée. Et c'est encore pire aujourd'hui que voici quelques années. Hein, c'est incroyable. Mais surtout avec les scooters, les Goldwing, là, qui sont presque aussi larges qu'une Smart. Je sais pas comment ils font, mais bon, bref. Alors qu'au Québec, ça se passe très, très bien. Ah oui, mais au Québec, tu suis, j'ai envie de vous dire, à la queue leu-leu. Les voitures, ou soit une moto, ou un vélo, ou une voiture, tu suis un derrière l'autre. Tu fais pas des dépassements comme ça. C'est la folie ici.
Alors, votre apprentissage, Jean-Marc Généreux, c'est justement, vous découvrez Chris Marquez, vous découvrez David Ginotte, des gens que vous ne connaissiez pas finalement. Ah non, mais c'est sûr et certain que Chris Marquez, lui, même si on est dans une génération différente, moi j'étais 10 ans, allez, 15 ans avant que lui soit sur la scène internationale. Mais j'avais entendu parler de Chris Marquez parce que il faisait un show qui s'appelait Burn the Floor où j'avais des amis qui étaient dessus. Et puis, bref, j'avais entendu parler de Chris et Jackie, sa femme, mais de loin. Oui, et c'était aussi le roi de la salsa. Ah oui. Salsa qui est arrivé en France en 1979 avec des Brésiliens qui n'existaient pas avant en France. Ah, mais c'est comme ça avec toutes les danses sportives, parce que Monsieur Pierre, qui était on va dire le père de la danse sportive en Angleterre, qui était la Mecque, avait été chercher de la samba ici, la rumba cubaine, après ça la valse de Vienne et tout ça. Et il a créé un syllabus qui s'appelle aujourd'hui la danse sportive. Mais toutes ces danses-là ont été empruntées de pays différents, de rythmes différents et de musiques différentes. Et vous êtes entré dans la danse en apprenant ce métier, parce que c'était vraiment le fauteuil central, c'était pas simple au départ, il fallait que le juge ait un travail bien précis, ce qui n'était pas gagné au départ dans Danse avec les stars, Jean-Marc Généreux. Dans Danse avec les stars, là où il y avait une énorme distinction à faire, c'est que le rôle du juge tel que vu par les Français a une fonction très distincte. Il doit donner des avis, décrypter une performance et surtout avoir une opinion pointue. C'est pas du divertissement. Ça a changé depuis. Depuis 2011, c'est très différent. Mais au départ, moi, j'avais de la difficulté à m'ajuster dans ce drôle de monde parce que j'amenais ma petite touche colorée et puis les gens me regardaient, mais c'est un juge, ça, ou pas? Il y a déjà l'animateur pour faire des blagues. Mais bon, bref, moi, je me suis amusé, puis on a finalement accepté, je pense. Oui, mais le début a été difficile. Vous êtes tué la première fois. Ah oui, ça, c'était... Ah, mais premier épisode, on est le 12 février, je m'assois, et puis après, un peu de... C'est sûr que j'étais excité d'embarquer sur le plateau. Je pense que c'est la 3e performance. C'est Adriana Carambeu. Et je fais un commentaire. Je pense que ses jambes étaient un petit peu raides. Et là, je me suis pris la foudre du public. Et là, mais il était derrière moi. Je sentais leur haleine dans mon cou. Et on n'avait pas de retour son. Donc, moi, je mets à parler un peu plus fort. Et là, je vois... Vincent Cerruti qui est sur le parquet, il est là, il se prend un peu l'oreille. La 3e guerre mondiale était partie dans son oreillette parce que dans le cœur, on dit « Mais ferme-lui la gueule! Il arrête pas de crier! On l'entend très bien, dis-lui qu'on l'entend très bien! » Et là, Vincent, il dit « Monsieur Généreux, vous avez pas besoin de crier, ou vous allez crier tout le temps comme ça. » Là, je suis là... OK. Hué d'un côté, mon animateur qui... après, je me suis réajusté. Voilà. Et vous êtes réajusté aussi dans d'autres circonstances, avec une date importante dans votre vie, le 27 janvier 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marc Généreux. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Marc Généreux. Ce livre, Chaque pas est une leçon de vie chez Le Duc, c'est le fil conducteur de notre émission, puisque ce sont vos mémoires. Et dedans, j'ai trouvé quelque chose d'important, le 27 janvier 2013. Écoutez. Aujourd'hui, on a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Vous êtes dans l'histoire des Restos du Cœur, Jean-Marc Généreux, la seule personne à avoir joué un rôle de façon totalement impromptue. C'est énorme. J'arrive, j'ai un ami à moi qui... je recommence. À ce temps-là, j'étais avec Atoll, les opticiens, j'étais un des ambassadeurs. Et Philippe Errard me demande si je voulais aller voir Les Enfoirés, chose que je connaissais de loin. Et il allait voir Thierry Saïd pour Matt Pokora, parce que Matt Pokora était l'égérie. Et donc, je me rends là-bas et tout d'un coup, j'arrive à Bercy. C'est la première fois de ma vie. C'est gigantesque. Et là, il y a le tapis rouge. Et là, il faut pas marcher là, Monsieur Généreux. Et là, il y a un des journalistes Dals me dit « Ah, tu vas kiffer ce soir. Ils font une parodie de Danse avec les stars. » Je dis « Ah non. S'il y a une parodie, j'embarque sur scène. » Mais Jean-Marc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, les choses s'enchaînent jusqu'à temps qu'il y a un attroupement de tous les stars. Et là, ça s'ouvre et il y a Gad Elmaleh qui sort de là et dit « Jean-Marc, ce soir, tu fais Jean-Marc Généreux. »
Mais moi, je réalisais pas qu'il y avait des textes et des trucs comme ça. Et donc, on me monte dans les échafaudages. Je suis derrière la porte des artistes. J'ai aucune idée du sketch. Moi, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont jouer. La seule affaire que j'avais commencé dans ma tête, j'ai dit, je vais leur dire que c'est pas une parodie, c'est une tragédie. Donc, j'ouvre la porte parce qu'on me tape sur l'épaule. J'ai un micro dans les mains. Je commence à parler pendant 2 minutes en impro. Et à la fin, j'ai pour les Restos du Cœur et vous à la maison. Et ça, il y avait 12 000 personnes. Ils répondent, j'achète. Je vous jure, j'ai une douleur dans le dos. Et après, je descends. Et là, il y a Garou qui m'attend en bas. Il dit, hey, Jean-Marc, c'est qui, toi, ta barnouche de Colin de Bin? Puis là, et là, il commençait une amitié avec Garou qui est fabuleuse. Je me retrouve sur scène. Je chante les 2 chansons des Restos du Cœur. Entre autres, je les connaissais pas. Et Garou, il dit, tu connais pas les paroles? Je dis, non, je les connais pas. Non, il dit, puis tu sais pas chanter non plus. Bref, on s'est bien amusé. Voilà. Il se trouve en plus les Restos du Cœur, je sais pas si vous le savez, ce n'est pas par hasard. Coluche animait une émission de radio et un auditeur qui se plaint qu'on n'aide pas ces gens-là. Et il le déclic ses produits. Il y pensait depuis longtemps. Wow. Il pensait que les Restos du Cœur dureraient 1 an. Et il a même fait la première année sur les marchés pour aider les gens. Il a demandé cette chanson à Jean-Jacques Goldman en disant ça s'arrêtera très vite. Et aujourd'hui, ça dure encore. Ah, ça dure encore. C'est une histoire fabuleuse et c'est drôle parce qu'au Québec, il y a un truc qui va commencer qui s'appelle la Grande Marmite et qui devrait être à l'image des Restos du Cœur. On ne sait pas comment ça va se décliner, mais je pense que c'est inspirant pour tous les pays du monde parce que cette réalité existe de plus en plus après la pandémie. Je pense qu'il y a tellement de gens avec l'inflation souffrent de la faim. C'est tellement pas normal. Puis c'est vrai qu'on n'a plus le droit aujourd'hui d'avoir faim ni d'avoir froid. Et ces paroles-là, je pense qu'il faut qu'elles continuent à résonner. Alors, ce qui continue à résonner aussi, c'est Danse avec les stars, ce qui n'était pas gagné du tout après la première saison, Jean-Marc Généreux. Ah, absolument pas. Et je me souviens être derrière la réception du studio 217. J'ai une petite discussion à huis clos avec Jean-Louis Blot, et puis je lui demandais, les audiences sont au rendez-vous, ça se passe bien. On va avoir une 2e saison. Il me dit, Jean-Marc, ça va être très compliqué parce que c'est très, très cher de faire cette émission. On ne sait pas. On est mieux de se dire au revoir aujourd'hui parce que peut-être que ça va être la dernière fois au dernier prime, à la dernière finale. Ça sera la dernière finale. Et un peu comme les Restos du Cœur, on est toujours vivant. Voilà. Et avec à chaque fois des partenaires qui ont changé au fil des années. Oui, on a gardé le même format, la première et la deuxième. Et pour la petite histoire, on a fait 2 saisons dans la même année. Parce qu'en faisant de février jusqu'à milieu mars, c'était la première saison. Et la 2e saison, on est revenu au mois de septembre. Et donc, dans la même année, dans l'année 2011, on a fait 2 saisons. 6 primes de un, 7 primes de l'autre. C'est épuisant en même temps. Oui, non, parce que c'est que du bonheur en réalité. Moi, on me demande de décrypter et donner mon avis sur des performances de danse. Et là, on me laisse carrément m'amuser. Et pour moi, c'est un exutoire. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a découvert la danse et ce que ça représentait grâce à Danse avec les stars. Et vous le dites dans ce livre, Jean-Marc Généreux, c'est Emmanuel Moire. Ah, mon Dieu Seigneur. Ce gars-là, moi, entre le premier et le deuxième prime, c'est énorme. On sait que c'est un artiste accompli. Et il a des bonnes notes, hein? Il a des bonnes notes avec sa première performance, c'est un quick step, et c'est très, très bien. Et après, on se voit, on avait tout le temps un petit pot après... il était rendu 1h du matin, et puis presque 2h. Et donc, je croise Emmanuel, je lui dis, comment ça s'est passé? Il dit, je comprends. Je dis, c'est quoi tu veux dire? Je comprends exactement ce qui se passe. Et je comprenais pas ce qu'il voulait dire. C'est que là, il savait exactement. Il dit, OK, c'est comme ça, les caméras sont là, faut que j'apprenne mes chorégraphies, je suis avec Fovoto, tata, et le gars est arrivé comme un artiste. Il a étudié son truc et il s'est découvert. Il a découvert le danseur en lui, mais c'était juste un complément de l'artiste qu'il est. Voilà. Et il va reprendre Le Roi Soleil, d'ailleurs, l'année prochaine. Ah, c'est magique, Paris. magique. Mais nous, on est fans de lui sur Demain nous appartient. Hein? Le professeur de français, nous, on l'aime beaucoup.
Il a dansé aussi un foxtrot, et je ne sais pas si vous le savez, mais le foxtrot a été créé et né au Ziegfeld Folly en 1914 à Broadway par un danseur qui faisait des pas trottants, d'où le nom foxtrot. Ah, c'est énorme, c'est énorme. On ne le sait pas, ça. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions. Il y a eu des Québécois qui sont venus aussi. Ah oui, on a eu Corneille, Corneille, on a eu Véronique Dicker, on a eu Cavana. Anthony Cavana, qui est un très bon ami. On a eu, l'année dernière, on a eu Cœur de Pirate, Natacha Saint-Pierre. Au fur et à mesure des années, on a eu des belles personnalités. Moi, ce qui me fascine, je me souviens dans les années 80, à mes débuts, il n'y avait pas une semaine sans qu'il y ait une chanteuse ou un chanteur québécois qui débarque à Paris. C'est comme ça que Céline Dion a débuté. Ah, mais c'est énorme. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, dans Le Parisien, il y avait eu un article et qui disait, si tu veux faire un bon divertissement, il faut que tu mettes un des juges, il faut qu'il soit québécois. Et dans ce temps-là, il y avait un Québécois à peu près dans toutes les grosses émissions de divertissement. Et puis, je sais pas si on est un ingrédient qui peut fédérer. J'ai aucune idée. Moi, à mon échelle, j'essaie de faire le mieux que je peux. Voilà. Et dans les années 50, Jacques Canetti, directeur des Trois Baudets, demande à Félix Leclerc de venir en France, que personne ne connaissait. Et Félix Leclerc ne voulait pas venir en disant « Mais la France, c'est très très loin ». Ça a beaucoup changé depuis. Ah oui, c'est sûr que aujourd'hui, il y a des bons côtés, des mauvais côtés aux réseaux sociaux. Et pour moi, ça, c'est un des bons côtés, où on peut échanger à travers différentes plateformes des œuvres qui soient parlées, chantées, dansées. On a des images, on a du son qui voyage beaucoup plus vite, presque aussi vite que la lumière. Et puis, il y a eu des échanges extraordinaires. C'est la tournée de Danse avec les stars, où vous avez eu l'impression d'être Mick Jagger avec tout ça. Ah non, mais absolument. Je me souviens, en Belgique, je pense qu'il y était 7000 personnes. On a fait le premier Bercy, je pense qu'il y avait presque 9000 personnes. C'était énorme. Mais là, il n'y avait plus la lentille, il n'y avait plus de filtre. On pouvait être complètement en contact. Donc, vous savez, quand on fait Danse avec les stars, là, il y a peut-être 300 personnes dans le public. Mais quand tu as 3000 à 4000 personnes dans le public, tu fais une vanne qui tombe à plat, tu le sais tout de suite. Alors, il y a eu aussi le problème, la pandémie. La pandémie a tout arrêté, Jean-Marc. J'ai envie de dire, une partie de ma vie, même une partie de mon cerveau s'est arrêtée. Parce que j'avais fait un choix il y a peut-être une quinzaine d'années avant qui synchronise un petit peu avec le diagnostic de ma fille, où j'avais le choix de rester dans le monde de la danse sportive ou de mettre le pied à l'étrier dans le divertissement parce qu'on m'a donné l'opportunité. Vous aviez été 5 fois champion du monde, quand même. Ah oui, mais tout ça, tout est beau, tout est... moi, les compètes, on a toujours été dans notre tête, à France et moi, champion d'un soir. Et donc, à chaque fois, on essayait de reconquérir la position, même si, pour certaines personnes, elle était acquise. Mais pour nous, jamais. Et donc, quand on arrive à la pandémie, il arrive ce moment charnière où j'ai l'impression de servir à rien. Mais en réalité, mon plus beau métier, je pouvais le faire, c'était papa. Et là, à ce moment-là, je pouvais pas en vouloir à la pandémie. Parce que, oui, j'avais perdu les applaudissements, j'avais perdu, je veux pas dire la gloire, mais les strass et les paillettes. Mais j'étais dans une réalité où je pouvais vraiment aider ma femme. Et puis, il y a eu un moment difficile aussi, c'est quand vous avez quitté Danse avec les stars pour faire Spectaculaire, qui ne l'a pas été. Oui. Après, moi, j'ai un autre regard sur ça. Et, quand France 2 m'avait approché... parce que Alexandra Redamiel, qui était la directrice des programmes et qui est encore la directrice des programmes à France Télévisions, me proposait d'incarner un programme qui s'appellerait Spectaculaire. Ben à ce moment-là, tous les trains étaient arrêtés dans ma vie. So You Think You Can Dance, Danse avec les stars, même Révolution qui m'avait remis sur la map au Québec, tous ces trains-là étaient en jachère. Il n'y avait rien qui se produisait. Et là, on m'offre de faire ça. Donc, mais on va dire, pour que ce soit propre, il fallait que je donne
dire publiquement que je ne referais plus Danse avec les stars. Et tous ceux qui travaillaient à TF1, à la BBC, étaient heureux pour moi que j'embarque dans un train qui part. Parce que Danse avec les stars, on ne savait pas quand est-ce qu'il était pour refaire. Donc, on fait spectaculaire, mais encore une fois, dans les conditions de la pandémie. On avait des gens dans le public avec des masques en plastique pour qu'on puisse voir leur sourire. On s'est fait lapider parce que les gens... Mais les scores étaient là. On avait quand même 2 millions et plus de spectateurs qui étaient venus le voir. Oui, mais en même temps, on vous a comparé à Patrick Sébastien. Ah. Et ça, c'était pas ça qu'il fallait faire. Mais non, c'est pas ça. Et j'ai un respect incommensurable pour cet homme. Jamais je pourrais me mesurer à cet homme. Ah non, mais jamais. Et puis, dans mon cœur et dans mon corps, je peux pas être Patrick Sébastien. Je peux juste être la meilleure image de moi-même, de Jean-Marc Généreux. Et je trouve que à ce moment-là, et je sais que Patrick avait ses propres histoires avec France Télévisions. J'avais rien à voir avec ça. Mais il le savait, il le sait. Et c'est pas... Et honnêtement, quand je regardais l'émission, je me dis, mais oui, le parallèle est tellement simple à faire entre les deux émissions, mais c'était pas le but. Exactement. Alors, ce qui a été aussi étonnant, et ça n'a pas duré assez longtemps, hélas, c'est votre apparition dans Masked Singer. Où vous avez chanté. J'ai chanté, mesdames et messieurs. Honnêtement, j'ai travaillé tellement fort. Et c'est drôle parce que en faisant il fallait se préparer, hein. Et donc, à la maison, j'avais installé un petit studio dans le sous-sol. Et là, ma belle-mère m'écoutait chanter. Elle me dit, pourquoi? Je disais, mamie, je prépare une comédie musicale. Je l'ai berné avec ça et je chantais à 12 heures par jour, quoi. Pas ma mère, mais ma femme en avait tellement marre. Ah, c'était vraiment la pauvre. Et à un moment donné, c'est comme, vous savez, vous donnez à un enfant une batterie, des drums et des tambours. Et là, à un moment donné, t'écoutes l'enfant, tu dis, ça commence à avoir du sens. J'aime bien son rythme. Et là, ça a été la même chose avec ma voix, parce que elle détestait comment je chantais. Et à un moment donné, c'est pas mal. Et ben, ça n'a pas duré assez longtemps sur Masked Singer. Voilà. En tout cas, ce qui va durer longtemps, c'est le succès de ce livre, j'en doute pas. Ah, je l'espère. Qu'on va évoquer à travers la date du 20 février 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marc Généreux. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Jean-Marc Généreux. On a parlé de vos débuts dans Danse avec les stars, de votre parcours de champion du monde de danse de salon. Et ce livre est sorti donc le 20 février 2025. Exact. Chaque pas est une leçon de vie chez Le Duc. Pourquoi ce livre aujourd'hui? Pour moi, j'ai eu un parcours, je pense qu'on peut le dire, très atypique. Moi, je suis le gars ordinaire qui lui arrive des choses extraordinaires. Mais je pense que je me suis jamais assez livré profondément sur les cadeaux, les leçons que les gens m'ont données. Et là, j'avais la chance de faire cette transmission. Je ne sais pas quand sera la prochaine occasion de parler de cette vie. Est-ce que les prochains 10 ans seront excitants, seront monotones? Je ne sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, je détiens, pas une vérité, mais des exemples et des solutions, et je voulais les partager. Oui, c'est pratiquement se lire une leçon de vie pour dire tout est possible. Exactement. Et de ne pas se juger aussi sévèrement. Souvent dans la vie, je parle à des gens et leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils se jugent tellement sévèrement. Moi, j'ai adopté... il y a des choses qui ont été installées en dedans de moi. Est-ce que c'est dans mon ADN, je sais pas, mais j'ai pas ce syndrome du stress et j'ai pas non plus la jalousie. C'est pas installé en moi. Donc, si je fais un truc et qu'on me demande d'aller à quelque part et les gens sont assez barjots pour me proposer de faire un travail, mais moi, je suis assez barjot pour le faire. Et donc, je me stresse pas, je le fais. Et après, quand quelqu'un le fait mieux que moi, je le jalouse pas. Je suis heureux pour lui. Si quelqu'un a une belle voiture, je suis pas jaloux. Mais je suis déterminé et je travaille fort. Et vous savez, le sens du mot barjot, au départ, c'est le verlan de Jobard, qui est un mot ancien qui signifiait naïf. Mais oui. Voilà. Mais c'est ça, moi, je pense que je suis un peu aussi profondément naïf. Oui, mais la danse vous a aidé à mieux vous comprendre. Ah oui, ça, absolument. Et
c'est un langage, la danse. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon d'échanger avec des gestes. Et j'y crois profondément que si on recule il y a 100 000 ans, ben, il n'y avait pas la parole, ou il y avait peut-être une limite dans la parole, mais il n'y a jamais eu de limite dans le geste. Où la parole s'arrête, le geste peut le compléter. Et vous avez passé votre vie à vous réinventer, à prendre des risques. Oui, et je pense que ça fait partie aussi de l'engagement avec soi-même. Moi, je sais pas, j'ai pas la preuve on peut revenir une deuxième fois. Mais cette vie-là, je vais la vivre pleinement. Et avec tous les risques possibles. Un jour, à Danse avec les stars, on vous a proposé de danser pendant le prime. Pendant le direct, mais là, il faut comprendre les choses. C'est le 3e direct, et puis personne ne me connaît. Mais la prod me voit danser ici et là, et ils me disent, ils ont vu des vidéos et tout ça. Ils disent, mais Jean-Marc, ça serait génial que la France te rencontre comme danseur. Je dis, c'est pas une mauvaise idée. On va en pexer, on va le faire avant. Non, on va le faire live. Quand ça va être un moment, il va y avoir Grégoire et Candice qui vont sortir de scène. Toi, tu vas sauter sur le desk, tu vas tomber, tu vas y aller, tu vas faire un jive. Je dis, les gars, si je me pète la gueule, je vais avoir l'air de quoi? Jean-Marc Gadi, là, il me convainc et c'était un très, très beau moment. Voilà. Et en même temps, vous faites des miracles. Un jour, Alizée, je crois, avait des problèmes avant le prime et vous l'avez sauvée. Non, j'ai pas sauvé personne. Sauf que, vous savez, on va utiliser encore le mot assez barjot pour croire que on peut transférer de l'énergie. Et donc, elle avait un problème à sa jambe. Et Grégoire et Alizée étaient tellement tristes. Et là, je passe juste devant l'horloge et je les entends. Elle était vraiment, j'ai envie de dire, découragée. Et j'ai rentré, j'ai frotté mes mains un peu comme Monsieur Miyagi dans Karate Kids. Et je lui ai donné toute l'énergie que j'ai. Et puis après, il y avait des kinés, hein? il y avait plein de gens. J'espère juste que j'ai pu aider au lieu de nuire. Voilà. Mais vous dites que vous êtes barjot, Jean-Marc Généreux, mais surtout, vous ne lâchez rien jusqu'à la fin. Jamais. C'est rare aujourd'hui. Je me dis, je viens d'une autre époque. J'ai eu une éducation qui est assez éclatée, qui vient des États-Unis, qui vient de l'Asie. Parce que quand t'embarques sur un territoire, si tu t'ouvres les yeux, tu vois le comportement des gens. Et moi, j'essaie de prendre le meilleur de tout le monde. C'est comme des outils, un peu comme les jeunes aujourd'hui, ils vont dans les jeux vidéo et ils vont avoir l'arc à flèche. Après, ils vont avoir une gourde d'eau. Moi, à chaque fois que j'avance dans la vie, que je suis sur un nouveau territoire, je dis, ils le font comme ça, c'est une très bonne idée. Et je suis pas... Ça me pose aucun problème d'apprendre. Alors, curieusement, la France vous a découvert et c'est le Québec qui vous a découvert à travers la France. C'est énorme. Moi, j'ai fait le tour du monde. C'est comme si quelqu'un disait, OK, tu t'en vas à ta gauche, donc tu fais le tour du monde, mais si tu avais fait un pas à droite, tu serais déjà rendu. Moi, j'ai fait le tour de la Terre pour me rendre chez moi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et vous êtes devenu pratiquement intouchable au Québec parce que vous étiez en France. Oui, mais oui, d'une certaine façon, j'ai eu une certaine protection des images et du vécu que j'ai laissé derrière moi dans d'autres pays qui sont venus un peu me créer une carte d'affaires, quoi. Et une carte de visite, on dit en France. Une carte de visite, oui, une carte d'affaires, une carte de visite. Alors, il se trouve que moi, j'ai fait un peu de télévision au Québec et je me suis aperçu d'une chose, c'est que les Québécois sont nos cousins à condition qu'on les respecte. J'ai vu des animateurs français, je ne citerai pas son nom, arriver en star, ça n'a pas marché. Mais quand Michel Drucker est arrivé sympathique, ça a marché tout de suite. Oui, mais Michel Drucker est sympathique. Oui, mais il y a une complicité, on doit être vos cousins, pas autrement. Oui, mais... Et vous respecter. Et oui, mais c'est ça qui est... Dans les fondamentaux, je pense que il y a... Vous savez, des fois, je parle de... On devrait jamais parler de religion, mais moi, ça me dérange pas, ça me pose pas de problème de où je viens, à qui je crois, ces choses-là. Parce qu'à quelque part, on peut être dans n'importe quel hôtel, chaîne d'hôtel, si le lit est bon, on est bien. Je pense que le fondement de quelqu'un, c'est on est tous égaux à quelque part, on dort tous à l'horizontale. Donc, si on traite notre vie d'une façon où on est tous égaux, ben, on va révéler notre vraie personnalité. C'est quand on commence à jouer des rôles qui est le problème. Alors, justement, vous parlez de lit, vous avez un jour tiré la couverture à vous en vous battant pour être dans une émission qui s'appelait Révolution. Car vous savez, j'achète, mais vous savez vous vendre aussi.
Ben, c'est ça. C'est une autre leçon que j'ai dans le livre, c'est qu'à un moment donné, il m'est arrivé plein de trucs dans ma vie où c'est les gens qui m'ont appelé, entre autres Danse avec les stars. Mais Révolution, c'était un nouveau format qui est créé au Québec par des Québécois et j'avais rien entendu parler, personne ne m'avait parlé de cette émission. Donc, j'ai été proactif. J'ai envoyé un courriel, nous on dit pas des mails, mais on dit des courriels. Nous aussi. On envoie un courriel, j'envoie un courriel aux producteurs, personnellement, à ceux qui s'occupaient de l'émission, et ils m'ont rappelé. Mais des fois dans la vie, les gens vont dire « Ah, moi, je suis pas chanceux. » Mais est-ce que tu as fait ta chance? Est-ce que tu as fait le coup de téléphone qui aurait pu faire la différence? Et là, jusqu'au bout, vous vous êtes battu et vous avez obtenu ce poste que vous occupez depuis 6 ans. Oui, et puis pour moi, c'est encore une fois une preuve comme quoi il faut croire en soi et de pas se juger sévèrement. C'est sûr que je suis avec justement Mel Charlot, qui est aussi juge sur Danse avec les stars. Et avec Lydia Bouchard, qui est une danseuse classique élite, qui a un verbe mais incroyable, et Mel a une émotion incroyable. Mais je me compare pas à ces deux-là. Je fais ce que je fais, et la journée que ça plaira plus, je serai plus là. Mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Et vous faites du mieux que vous pouvez, et quelquefois pire. Écoutez, c'est un générique. We are producer of a very big show Star in France. 80, et quand on vous voit dans Star 80, mais vous n'êtes pas comme ça comme professeur de danse. Ah non, mais jamais, mais c'est tellement drôle parce que, justement, ça, c'est une histoire fabuleuse. Moi, je suis en tournée avec Danse avec les stars. Et le producteur, Claude Sidnecki, fait aussi la production de Star 80, le spectacle, qui est en connexion avec Thomas Langman, parce qu'ils sont propriétaires de la marque Star 80. Et là, un soir, Thomas Langman regarde la télé et sa fille, ils sont en train de regarder une rediffusion de Nos chers voisins, et il dit « C'est ce gars-là que je veux ». Donc, les dominos tombent, je me retrouve dans le bureau de Thomas Langman et il me dit « Je veux que tu fasses le rôle de Jean-Marc Généreux dans mon film ». Ah, j'ai dit, OK. Oui, je veux que tu sois un professeur éclaté, mais je suis pas comme ça dans la vie. Mais il dit, t'étais comme ça avec Nos chers voisins. Je veux ce gars-là. Et donc, je me suis retrouvé dans le film et j'ai adoré. J'ai kiffé. Bon, la sortie du film était peut-être pas synchronisée de la bonne façon, parce que la sortie du film est tombée la mort de Johnny Hallyday. Oui, c'est pas ce qu'il fallait. Un peu à la trappe, j'ai envie de dire. Alors, dans ce livre, Chaque pas est une leçon de vie, chez Le Duc, il y a aussi un moment très émouvant. C'est quand vous parlez de votre famille, et notamment de Francesca, votre fille. Et ça, je sais combien c'est important pour vous. C'est sûr que je veux pas être nécessairement le porte-parole des parents qui ont des enfants différents, mais si je peux être un des porte-paroles, ça deviendra important pour moi de partager mon histoire et peut-être, en toute humilité, être capable de dire... On peut avoir une carrière, même si on a un enfant différent. C'est sûr qu'il y a un partage des tâches qui est essentiel entre France et moi. Et donc, ça prend beaucoup de compréhension, beaucoup d'acceptation. Mais à quelque part, l'amour inconditionnel au premier degré fait qu'un couple peut passer à travers n'importe quelle tempête. Et la tempête, c'est le syndrome de Rett, c'est quelque chose de très rare, dont souffre Francesca. Mais c'est un combat que vous menez pour vous et pour les autres. Principalement pour elle, pour Francesca. Souvent dans la vie, si vous parlez à des parents et vous avez un enfant, après un deuxième enfant, on vous pose la question, vous voulez un garçon ou une fille? En général, la réponse d'usage, c'est la santé. Et ma fille n'a pas eu la santé. Et on parle souvent que on a un enfant différent, un enfant avec un handicap, mais c'est toute la famille qui devient handicapée. Parce qu'on peut plus rien faire comme les autres. Et c'est d'essayer de trouver une certaine normalité pour elle et pour nous, et aussi pour les autres familles. Si, encore une fois, en toute humilité, si je pense à Christopher Reeves, qui est tombé de cheval et qui a milité pour les cellules souches, si je parle de Michael J. Fox,
qui se bat pour le Parkinson parce que c'est une autre maladie neurologique. Si à mon humble niveau, je fais connaître le syndrome de Rett ou une autre maladie neurologique, ben j'aurais fait mon travail. Et le travail, c'est important, mais aujourd'hui, vous avez trouvé, ce qui n'était pas le cas jusque-là, un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie de famille, Jean-Marc Généreux. Oui, parce que on a un peu plus d'aide à la maison. En France, j'étais complètement tout seul pendant 5 ans où ce que je faisais le saltimbanque à droite et à gauche. Et je perdais pas mon temps. Je travaillais fort, mais elle était au combat. Et c'est là où ça devient hyper difficile. C'est de ne pas sentir cette culpabilité tout le temps présente, mais je sais pourquoi je le fais. On a trouvé un équilibre et j'espère que France m'en veut pas trop, mais j'essaie de prévenir pour le futur. Et le futur, c'est aussi un spectacle que vous préparez, Danse Story. Ah ouais, vous êtes très bien renseigné, mon cher monsieur Jacques. Oui, à partir du mois d'août, je vais être sur les planches, je vais me dépoussiérer les hanches. Avec 8 danseurs émérites autour de moi, on va vraiment s'amuser. Je pense qu'en tout cas, on va beaucoup s'amuser et avoir aussi beaucoup d'émotions en lisant ce livre. Chaque pas est une leçon de vie chez Le Duc. Merci de l'avoir écrit, puis continue, parce que Danse avec les stars, ça y est, c'est reparti. J'espère que ça va être parti pour l'éternité. On adore ce show, on adore le défi et le dépassement de soi. C'est le Koh-Lanta de la danse, c'est merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est de vous avoir reçu aujourd'hui dans Les Clés d'une vie, avec votre franchise, votre humour et votre sens de l'émotion. Merci beaucoup, Jacques. Merci Jean-Marc Généreux. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.